Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h44, la France à vos côtés. On va vous parler de changement climatique. Pour en parler ce matin avec Olivier Boucher. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue et directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace, spécialisé en recherche de sciences de l'environnement. Et Pierre René est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes président de l'association Morène, spécialisée dans l'étude des glaciers des Pyrénées. Il y a un rapport qui est tombé du service européen de surveillance de la Terre, qui s'appelle Copernicus, qui a publié ce rapport sur l'état du climat en 2020 à partir de données satellitaires. Est-ce que Olivier Boucher, vous pouvez nous expliquer, ou en tout cas nous définir les premiers constats ? Voilà, ce rapport, il vient nous rappeler que le réchauffement climatique, il est en cours, il continue. Et donc, on a une augmentation de la température qui est régulière. Alors, ça ne veut pas dire forcément que chaque année est plus chaude que la précédente, mais les années récentes font toute partie des années les plus chaudes. Et les années les plus chaudes sont aussi toutes les plus récentes. Et donc un réchauffement climatique mondial, mais aussi qui se manifeste par un certain nombre d'extrêmes climatiques. Et finalement, ce sont bien ces extrêmes climatiques qui nous affectent. C'est pas tant le réchauffement climatique de 1,2 degrés, on a un petit peu de mal à le percevoir. Vous parlez du froid, des feux, enfin de tout ce qui est... Voilà, des vagues de chaleur plutôt, en été, de sécheresse, de feu, pour ce qui était de l'été dernier, et puis d'événements pluviométriques extrêmes aussi, donc avec des inondations. On s'est rendu compte aussi dans ces constats que l'année du confinement, les effets de gaz à effet de serre, en tout cas, se sont tassés un petit peu, mais pas suffisamment. Donc en 2020, il y a eu une réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 6 à 7%, mais qui a été rattrapée très vite par un rebond en 2021, si bien qu'on est revenu au niveau d'émissions d'avant le Covid. Et donc, c'est effectivement vraiment un effort de long terme de réduire ces émissions. Et donc, c'est tout le but de la COP21 qui avait eu à Paris, avec l'accord de Paris, et puis avec des objectifs qui ont été renouvelés pendant la COP26. Donc, il se passe quand même des choses, oui. On parlera dans quelques instants justement sur ces accords de Paris. Vous, Pierre René, on va faire un focus sur nos glaciers, les glaciers des Pyrénées français, puisque là on parlait à titre mondial. Vous les étudiez depuis plus de 20 ans. Quel constat aujourd'hui on peut faire ? Est-ce que quand je disais que ces glaciers étaient en voie de disparition, est-ce que je dis la vérité ? Oui, effectivement, on peut dire ça. Donc, effectivement, les glaciers dans les Pyrénées sont une illustration régionale d'un phénomène global, genre le réchauffement climatique planétaire. Et à l'échelle régionale, au niveau des glaciers des Pyrénées, depuis 20 ans, depuis que l'association Morène suit ces glaciers, on observe une diminution très, très importante, puisque la surface des glaciers a été divisée par 2 en 20 ans, et le nombre de glaciers aussi divisé par 2 en 20 ans. Quasiment, c'est en moyenne un glacier par an qui disparaît. Donc aujourd'hui, il reste une vingtaine de glaciers dans les Pyrénées, alors qu'il y en avait de double il y a une vingtaine d'années. Donc il y a une réduction très nette de ces glaciers, qui sont tout petits, qui sont très sensibles, mais ils montrent réellement ce phénomène global de réchauffement climatique à l'échelle régionale. Avec des incidences très graves, vous parliez même de pans de falaises qui pourraient chuter, comme au Brésil par exemple ? Alors oui, non, je n'irai pas jusque-là. Quand même, au niveau des Pyrénées, les glaciers sont vraiment de petite taille. Ils sont nichés dans des zones de haute montagne, loin des activités humaines. Et leur diminution, leur régression a un impact quand même assez limité, qui n'est pas comparable à ce qu'on peut avoir dans les grandes chaînes de montagnes comme dans les Alpes ou ailleurs, en Cordillère des Andes ou en Himalaya. C'est des phénomènes qui sont très localisés et de petites ampleurs. Donc, moi, je dirais que l'impact essentiel, c'est vraiment la perte, on en parle beaucoup, la diminution de la biodiversité. Les glaciers sont créateurs d'un écosystème particulier, qui est l'écosystème, entre guillemets, qu'on peut dire polaire, qui abrite espèces animales et végétales plutôt microscopiques, mais qui contribue véritablement à cette biodiversité qui est la vie, qui est indispensable à la ressource humaine de manière générale. On évoquait tout à l'heure, Olivier Boucher, vous qui êtes climatologue, des accords de Paris qui devaient réduire de l'ordre de 40% pour 2035 les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on en est loin. C'était une promesse de Gascon.
Non, je pense qu'il se passe des choses, hein. Il y a quand même un certain nombre d'engagements qui ont été pris. Alors, bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'inertie, hein, dans le système climatique et aussi dans le système socio-économique. C'est pas si facile que ça de réduire les émissions. Donc, on sait d'ores et déjà que ce réchauffement climatique, et donc là, vous prenez l'exemple des glaciers pyrénéens, il va continuer pendant au moins 2 décennies, mais au-delà, c'est bien ce qu'on fait aujourd'hui qui va déterminer si le changement climatique va se poursuivre au-delà de 2050 ou si, au contraire, on va réussir à le stabiliser. Et donc, il y a dans l'accord de Paris et maintenant dans le pacte de Glasgow un certain nombre d'engagements. Alors, il reste insuffisant. Et puis après, vraiment, ce qui va être clé, c'est l'implémentation de ces engagements, de la manière dont les différents États vont mettre en place des politiques climatiques et de la manière aussi dont les citoyens vont les accepter et réduire les émissions. Mais clairement, il y a des engagements, ils sont encore insuffisants, ils ne vont pas assez vite, mais il y a quand même une dynamique qui a été enclenchée. Les rejets, en fait, finalement, les gaz à effet de serre, le méthane et le CO2 sont d'origine humaine. Ça représente quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on devrait pouvoir réguler en premier? Oui, alors le méthane et le dioxyde de carbone, ils ont à la fois des composantes naturelles et des composantes humaines. Alors pour ce qui est de la composante humaine, bien évidemment, la première chose à arrêter, c'est le charbon, parce que c'est l'énergie la plus polluante qui produit le plus de CO2. Donc là, il y a vraiment une priorité là-dessus. Et ensuite, alors après, la situation va vraiment dépendre des pays, hein. Chaque pays doit venir avec ses solutions suivant son niveau de développement, son système socio-économique, ses sources d'énergie, etc. Oui, mais ça veut dire qu'il faut élargir, parce que le charbon, les Allemands utilisent beaucoup de charbon, c'est-à-dire que si nous, on n'en utilise plus et que les pays d'Europe l'utilisent encore, eh ben, c'est un coup d'épée dans l'eau quand même. Oui et non, parce que chacun doit faire son effort. Et l'effort porté par chacun ne sera pas forcément le même. Les pays qui ont du charbon doivent réduire le charbon. Et puis la France, qui n'a pas beaucoup de charbon, doit passer à d'autres solutions, en particulier l'électrification de la flotte, enfin des voitures, l'isolation des bâtiments, enfin un certain nombre de mesures qui nous permettent de continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pierre-René, vous, pour les glaciers des Pyrénées français, forcément la fonte des glaces est un vrai problème pour la biodiversité, bien sûr, les espèces vivantes sont amenées à disparaître. Alors oui, effectivement, la montagne, elle se structure en étages. Le dernier étage, le plus haut, c'est l'étage polaire, l'étage où on trouve des neiges éternelles, des glaciers et un certain nombre d'espèces inféodées à ce milieu-là. Avec le réchauffement global, en fait, ce niveau des étages a tendance à s'élever. Et dans les Pyrénées, l'altitude des sommets, des points culminants, 3000, 3400 mètres d'altitude, en fait, on est limité. Donc, en fait, vous avez des espèces qui remontent pour garder des conditions d'habitat qui leur sont favorables. Par exemple, la perdrix des neiges, le lagopède alpin, hein, c'est la même chose. C'est une relique glaciaire. C'est une sorte de poule qui change de couleur avec les saisons. Oui. Pour le mimétisme. Et donc elle habite vraiment à cet étage nival de haute montagne et donc elle est contrainte de s'élever pour garder des conditions climatiques et un environnement, un écosystème qui lui convient, mais voilà, sa marge de progression est assez limitée puisqu'elle se retrouve cantonnée sur les plus hautes cimes. Donc on a vraiment une frange très très petite de cet étage nival dans les Pyrénées qui est en train de petit à petit de disparaître et avec tout son écosystème et ses espèces qui sont inféodées à ces écosystèmes. Et sur la partie, Olivier Boucher, sur la partie des fontes des neiges, en Arctique par exemple, avec l'augmentation des températures, est-ce que ça veut dire que les glaces vont disparaître? Donc on va, comme le disent beaucoup de gens, découvrir de nouveaux virus, peut-être des zoonoses qui vont émerger? Alors ça, c'est une possibilité. Moi, je suis pas expert sur ce sujet-là, mais il y a effectivement une fonte du pergélisol, du permafrost, dans les hautes latitudes, en Sibérie, ailleurs, donc qui pose un certain nombre de problèmes. La fonte de la banquise, qui peut venir modifier aussi peut-être la météorologie, la circulation générale de l'atmosphère, donc avoir aussi des conséquences sur notre climat. Et puis aussi la fonte des calottes glaciaires, oui, en Groenland, en Antarctique, et qui là, pour le coup, contribue à l'élévation du niveau de la mer et donc avec des impacts sur les côtes, avec une élévation alors lente mais continue et sur le long terme du niveau de la mer.
Pierre-René, dernière question sur le local. Quels conseils on peut donner? Comment on peut s'engager au quotidien, individuellement, pour éviter que ces glaciers fondent et que le climat, enfin en tout cas pour aider, faire en sorte que il y ait moins de problèmes avec le climat? Donc ça, chacun peut agir dans sa zone d'influence, c'est-à-dire dans les possibilités qu'il peut. Donc ça peut être à l'échelle familiale, à l'échelle vraiment individuelle, ou en s'engageant collectivement dans des actions collectives. Et puis bien sûr, ces actions individuelles, c'est dans le domaine du transport, donc limiter notre impact sur l'environnement en termes de transport, dans la consommation, que ce soit alimentaire, non alimentaire, des produits locaux, d'agriculture biologique, et puis bien sûr dans l'habitat, on parlait tout à l'heure, l'isolation des habitats, la sobriété, efficacité énergétique, et les déchets aussi. Voilà, et bien sûr les déchets c'est aussi une grande partie, donc réutiliser, recycler, donc ça c'est ce qu'on peut faire de manière individuelle, mais ça ne représente à l'échelle globale de l'effort qu'il faut fournir je crois que 25% de ce qu'il faudrait fournir pour limiter véritablement notre impact sur l'environnement. Oui, mais c'est une pédagogie aussi. Voilà, oui, c'est une pédagogie, mais après la grosse part c'est bien sûr au niveau industriel et au niveau des États que les mesures doivent être prises pour véritablement lutter contre cette problématique des rejets de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Et j'en profite pour dire que quand vous vous baladez à la campagne, ramassez vos déchets à la montagne, ramassez vos déchets bien entendu avant de redescendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Olivier Boucher, qui est climatologue et directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace, et vous, Pierre-René, président de l'association Moraine, l'Observatoire des glaciers des Pyrénées français.